Oui, c'est vrai que la thématique sur laquelle on avait choisi de revenir, et ce qui avait donné un sous-titre possible, qui était Jusqu'où aller trop loin pour la littérature jeunesse, vous m'entendez bien là, ça va? Ouais. C'est une des choses qui, moi, me motive dans l'écriture de bande dessinée pour les enfants. Parce que pour le dire vite, il y a deux philosophies par rapport à la littérature jeunesse. Il y en a une qui consiste à dire qu'il faut surtout protéger les enfants de la cruauté du monde et donc plutôt leur offrir quelque chose qui va être très protecteur, très innocent, j'aurais envie de dire presque inoffensif. Et puis il y a une autre vision possible qui consiste à... Tommy Ungerer l'aurait dit de manière volontairement rentre-dedans en disant qu'il faut traumatiser les enfants. Bon, il le disait parce qu'il aimait bien rentrer dans l'art des gens en face de lui, mais ça voulait dire traumatiser positivement, hein, je le précise, même de la part de Tommy Ungerer, il y a une limite à la provocation, c'est-à-dire les marquer durablement et puis leur apporter quelque chose. Et j'ai choisi mon camp assez clairement du côté de la littérature jeunesse qui chamboule, qui remue, mais qui apporte aussi quelque chose aux gamins. Et la métaphore que j'utilisais le plus, jusqu'à il y a peu, parce que maintenant je commence à faire super gaffe, c'était celle du vaccin. Et il se trouve que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ne croient pas au vaccin, je veux dire qui se disent que le principe ne fonctionne pas, ou qui remettent en question si c'est un vaccin ARN, etc. Je ne vais pas rentrer dans les sous-détails, mais imaginons une seconde que nous soyons tous d'accord sur le fait que le vaccin fonctionne. L'idée du vaccin, c'était qu'on met une petite partie du virus à l'intérieur du corps, de manière à ce que le corps apprenne à se défendre. Et on va dire que même si ce n'est pas avec le vaccin, cette métaphore, elle fonctionne dans pas mal de choses de la vie. C'est que je pense qu'une littérature jeunesse qui fonctionne, c'est une littérature qui amène le mal, ce à quoi l'enfant aura affaire au fur et à mesure de sa vie, de manière à ce qu'il apprenne à faire avec, qu'il apprivoise en fait ses peurs. C'est-à-dire que, si je schématise encore, si je fais l'histoire de oui, le lutin au pays des champignons, et que le pire qui puisse lui arriver, c'est que le soleil a un peu moins brillé aujourd'hui qu'hier, bah effectivement, c'est très rassurant, mais le même gamin qui lit ça, et là je vais parler de mon enfance, hein, c'était un gamin qui, dans la cour de récré, voit qu'il y a de la violence, dont un membre de la famille est mort, qui voit des faits divers où un enfant a disparu et on apprend le lendemain qu'il a été retrouvé pieds et poings liés dans le fleuve, machin. Le gamin, il n'est pas dans une vie protégée. Il est en prise avec le réel, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que déjà dans la cour de récré, j'engage ceux qui n'auraient pas vu ce très bon documentaire, d'ailleurs je crois que c'est Claire Simon, mais une autre Claire Simon, qui s'appelle Récréation. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de ce qu'a été l'enfance d'une cour de récré, c'est un rapport de force constant, en fait, entre il y en a qui sont plus forts que d'autres, il y a une violence qui est plus ou moins symbolique, mais qui est là. Donc l'enfant n'est pas protégé du monde, il est déjà dedans, en fait. Et pour moi, la littérature a justement comme rôle éminemment symbolique, mais important, d'aider ce gamin à ne pas se sentir seul. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, de manière assez ironique, j'ai appelé seul, avec un S. C'est pour dire, en fait, au gamin, vous n'êtes pas seul. Tout ce que je vais dire là autour de la mort, de la souffrance, de l'abandon de vos proches, c'est des choses que tout le monde vit. Donc je n'ai pas de solution à apporter sur, par exemple, c'est quoi le sens de la vie et c'est quoi la vie et la mort. Enfin, c'est pas en lisant seul qu'un gamin va dire c'est quoi le sens de la vie. Mais au moins, il peut se dire je ne suis pas le seul enfant à me poser des questions existentielles sur le sens de la vie. Donc ça implique ensuite plein de répercussions pour expliquer le projet et en particulier expliquer aux éditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de retraverser cette étape en ce moment avec un nouveau projet. C'est que quand j'ai présenté seul au départ à plein d'éditeurs, c'était avec Gazzotti. Donc Gazzotti, c'est un auteur qui a fait une série, un polar qui s'appelle Soda, que peut-être vous connaissiez, qui était extrêmement populaire, qui marchait très bien. Donc beaucoup d'éditeurs voulaient la nouvelle série de Gazzotti. Et à la limite, Vellman, c'était le package qui va avec, quoi. C'est du style, il y a Gazzotti plus un mec. Bon, bah, les éditeurs disaient, on va prendre le mec avec Gazzotti, on va pas trop, voilà. Et il y a une scène assez super drôle d'un éditeur qui a d'abord dit oui, en disant super, on veut cette série parce que Gazzotti, et qui entre-temps lit le script et dit ah ça va être un peu embêtant parce qu'on en a parlé avec les commerciaux et un truc qui s'appelle Seul, donc déjà c'est un peu triste, ça fait un peu peur, si c'est pour les enfants, comme ci comme ça, et puis en plus ça paraît assez violent, donc en fait vous savez quoi, on va le laisser à un autre éditeur. Parce que crainte de la réaction des enfants et d'autre part crainte de la réaction des parents. Et même les commerciaux de Dupuis, quand ils ont commencé à vendre Seul, au début disaient non mais c'est quand même plutôt pour les adolescents et les adultes.
Et il m'a fallu 3 albums pour leur dire c'est pour les enfants, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Oui, c'est violent, c'est fait pour, mais c'est pour les enfants. Et c'est les chiffres qui sont remontés du terrain qui nous ont donné raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont dit c'est bizarre parce que la série pour ados, elle vend aux enfants. Donc là, ça fait 3 ans que je vous dis que c'est pour les enfants. Mais c'est comme si ça cadrait pas avec l'idée de la littérature jeunesse, parce qu'il y a du sang sur les couvertures, assez régulièrement on le voit. Parce qu'on ne voulait pas cacher le contenu, hein. On ne voulait pas prendre les enfants par surprise, ni leurs parents. Donc il y a souvent du sang et une forme de violence sur la couverture. Mais, et c'est une importance majeure pour moi, c'est une violence qui est pensée pour des enfants et qui est quand même très symbolique. C'est-à-dire qu'on a énormément de réflexions sur jusqu'où aller trop loin. C'est-à-dire que comment on fait pour à la fois marquer les enfants en leur apportant un propos qui a du sens, qui a du fond, mais pas aller trop loin de manière à commencer à les abîmer. C'est clair qu'un vaccin qui commencerait vraiment à nous faire genre pourrir un bras, c'est un vaccin qui est pas bien réglé, quoi. Dans ce sens-là, je peux comprendre qu'il y ait des antivax qui disent « Oula, si c'est dangereux, je préfère ne pas le prendre ». Ben là, c'est la même chose pour la littérature jeunesse. Si sous couvert d'ouverture d'esprit des enfants, je fais ma BD n'importe comment en disant « Si, ils comprendront », et qu'en fait, je les blesse ou je les abîme, ça ne va pas le faire. Donc il y a un curseur à poser qui est constamment à remettre en question avec le dessinateur. Mais un de nos caps, une de nos boussoles, c'était qu'on se rappelait de quand on était petit, de qu'est-ce qui nous avait vraiment, vraiment marqué, positivement. Et en particulier, on pensait à Tintin. Et dans Tintin, la seule scène dont je me rappelle vraiment, c'est celle qui m'avait terrifié quand j'étais petit. Ça venait de Les 7 boules de cristal. Et c'était la scène avec Raskar Kapak, qui est une sorte de momie super flippante, qui rentre à l'intérieur de la chambre de Tintin. Donc c'est un squelette ambulant, quoi. Donc pour un enfant de 8 ans, c'est terrifiant. Mais pour moi, c'est le grand moment de Tintin. Il y a plein d'autres moments, en lisant les albums de Tintin, je m'ennuyais un petit peu. Celui-là, je m'en rappelle encore. Donc il y a plein de fois où, avec Bruno, on se disait, est-ce que là, on va un peu trop loin? Est-ce qu'on risque quand même de trop traumatiser les enfants? Et on se posait cette question de, est-ce qu'on est dans cette ligne Raskar Kapak, si on devait l'appeler comme ça? Et souvent, on disait, bon, bah allez, on tente le coup. Après, ça posait des questions de comment on fait comprendre certaines choses, comment on les montre, qu'est-ce qu'on montre. Donc je posais la question sur la mort tout à l'heure, parce qu'effectivement, bah, c'est central dans Seul. Je peux donner un exemple de ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la trame de cette histoire, c'est que des enfants se retrouvent seuls dans une ville, on ne sait pas pourquoi tout le monde a disparu, sauf eux, et puis petit à petit, on comprend qu'en fait, spoil, ils sont morts, eux, et donc c'est du cadique pour enfants, quoi. Eux sont morts, et en fait, les parents n'ont pas disparu, ils sont dans le monde des vivants. Et pour faire comprendre ça par étapes, il fallait qu'à un moment donné, on tue un des personnages, parce qu'en plus, je voulais qu'il y ait de l'émotion, parce que c'est clair que si un personnage meurt, il se passe quand même quelque chose pour les gamins qui lisent la série. Et donc, ni une ni deux, dans le tome 3, on balance un enfant dans un bassin avec un requin, donc vous voyez qu'on y va un peu quand même, on s'amuse un petit peu comme ça. Et le requin, l'idée, c'est qu'il mange l'enfant, mais qu'on ne va pas le montrer, parce que j'ai beau dire que j'aime bien être un petit peu, voilà, créer des émotions, on met une limite au gore, quoi. C'est-à-dire que si on s'est dit, on va quand même pas montrer un bras d'enfant qui flotte pour bien faire comprendre qu'il s'est fait dévorer par le requin. Donc on montre l'enfant sous l'eau, c'est un personnage qui s'appelle Saul, on montre la gueule ouverte du requin, un bouillonnement de sang, et puis pour nous c'est clair, quoi. Sauf que en dédicace, souvent c'est un des moments que j'utilise pour discuter avec les gamins, et je leur dis, bon alors qu'est-ce que vous avez pensé de l'album et tout. Et il y en a plein qui me disaient, oui, puis il y a le moment où Saul il est attaqué par le requin, donc attaqué, mais on pense qu'il va revenir dans le tome suivant parce que... et là, ils me sortent leur hypothèse. Et ils me disent, parce que je pense qu'il a nagé au fond de la piscine et qu'il y a une petite grille, hein, souvent dans les piscines, et donc il a ouvert la petite grille, puis il s'enfuit par là, parce que c'est une BD. Et d'un coup, j'ai été frappé par le fait que dans une BD, tout est possible, ce qui est vrai, enfin, on le sait bien. Mais après, c'est le niveau de crédibilité qu'on s'est fixé. Dans Lucky Luke, il y a un niveau de crédibilité donné, dans Valérian, c'en a un autre, dans une BD de Reiser, il y en a un autre. Et personne ne peut savoir à l'avance quel est le degré de crédibilité d'une BD. Donc pour un enfant qui voit juste une ellipse et qui n'a pas forcément envie d'ailleurs de se dire que Saul a été dévoré par un requin, c'était plus pratique de se dire qu'il s'était enfui. Et donc en fait on s'est retrouvé... si, je vous en prie, je vous en prie. Et donc on s'est retrouvé avec... Non, mais si tu te mets à virer les gens qui doivent venir, Estelle... je veux bien à un moment donné que je sois un peu chiant, mais... Mais ça se trouve, elle était super, la formation en plus. Mais... Non, je vous en prie, prenez place. Et donc, là où on se retrouvait avec un autre problème, c'est que
un peu plus tard dans la même série, le fameux spoil dont je vous parle, où en fait les enfants sont morts, c'est à la fin du premier cycle et c'est la fin du 5e album. Toujours pour jouer sur ces codes de feuilleton et de jouer avec les émotions des personnages, enfin des enfants, on s'était dit, maintenant on va faire mourir un des héros. Mais pas longtemps, comme ça, il va mourir un album, et puis l'album d'après, on le retrouve, comme ça, waouh, grosse émotion. D'ailleurs, ça a très bien marché, il y a des parents qui nous ont écrit furax, en disant, là, vous avez fait pleurer mon enfant, c'est honteux, puis avec Bruno, on disait, ouais, on a fait pleurer des gamins. Alors, non, pas vraiment en mode on se réjouissait, mais en mode, tiens, ça veut dire qu'on peut créer une vraie émotion. Et puis, on écrivait aux parents et aux enfants, on disait, faites-nous confiance, attendez l'album suivant, vous allez voir, ce qui fait que quand... Donc là, dans le cas présent, on tue un personnage principal qui est Dodgy, et il revient dans le tome 5. Mais on avait gardé en tête cette notion de, attention, c'est une BD. Donc, un personnage qui meurt, on n'est pas sûr qu'il meurt. Et là, il fallait pour nous, pour que l'émotion soit vraiment, vraiment forte, qu'on soit sûr qu'il était mort. Alors qu'en fait, il n'est pas mort. C'est un peu compliqué. Hein, j'espère que vous avez suivi, mais narrativement, il était censé être mort. Donc, à la fin du tome 4, Dodgy prend une balle en plein torse et tombe d'un immeuble. Bon, on se dit quelque part... ça devrait être assez clair, et je précise au passage que quand je le décris comme ça, c'est vraiment abominable, mais c'est dessiné par Bruno Gazzotti, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de violence qui est atténué par le type de dessin. Et la même chose filmée ne serait pas du tout la même chose, d'ailleurs le film est assez violent par rapport, l'adaptation au film a été assez violente par rapport à la BD, et si c'était fait avec des bonhommes patates, on pourrait aller encore plus loin, donc c'est violent, mais c'est une violence qu'on espère tempérer par rapport à ce qu'un gamin peut supporter. Donc, Dodgy tombe d'un immeuble, il y a un cut au moment où il s'apprête à percuter le sol, mais fort de l'expérience de la pseudo-mort de Saul, on a dû montrer en début de tome 5 que Dodgy était vraiment mort. Et ça a posé des questions de jusqu'où aller trop loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on montre? Est-ce qu'on montre un cadavre d'enfant? Bon, nous, on avait du mal, même nous. Mais il a fallu quand même qu'on ait une scène où les enfants découvrent le corps de Dodgy, commentent le fait que oui, c'est bien Dodgy, oui, il est mort, on voit sa main. Donc Gazzotti a fait une sorte de montage où on voit que la main de Dodgy. Il y a des corbeaux autour, donc il y a une violence symbolique qui est très très forte. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est passé crème auprès des gamins, qui ont très bien compris le truc, qui ont dit oui, Dodgy est mort, après il revient, ah, super. Par contre, c'est sur les forums de discussion de bande dessinée, et plutôt entre adultes, que ça a fait... c'était assez génial, parce que du coup, de temps en temps, je vais les lire. Ça devait être sur BD Geste, qui avait tout un forum sur « A-t-on le droit de montrer ça à des enfants? C'est une honte !» Donc c'était des adultes qui en parlaient entre eux, hein. C'est ça qui était marrant, et souvent des adultes qui n'avaient pas d'enfants en plus, et qui disaient genre « c'est une honte, comment peut-on montrer comme ça un enfant mort entouré par les corbeaux ?» Et puis il y a un des intervenants qui disait « non mais peut-être quand même que vous pouvez expliquer aux enfants que si Dodgy est mangé par les corbeaux, il réintègre le cycle de la vie. » Et je me disais, putain, le nombre de problèmes qu'on est en train de créer chez ces adultes, c'est assez génial. Et heureusement, il revient, et donc, entre guillemets, tout rentre dans l'ordre. Sauf que cette question, là encore, de qu'est-ce qu'on peut montrer ou pas, se repose dans la suite de la série, puisque c'est le sujet de fond, hein, c'est comment on gère le fait qu'un être humain va mourir. Et un enfant autant qu'un autre, mais comment faire en sorte que cette découverte métaphysique ne soit pas une découverte de sidération. Et le modèle que j'avais en tête, pour revenir juste un peu aux origines de la série, c'était dans mon cas Sa Majesté des Mouches de Golding, que vous avez sans doute lu, et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, qui à mon avis n'était pas un roman jeunesse quand il a été écrit, mais qui met en scène uniquement des enfants sur une île. Et pour rappel, ce qui est quand même dingue avec ce livre, c'est que dans ces enfants, il y en a qui s'entretuent. Bon, déjà, il y a cette notion de rapport de force, de hiérarchie, de fascisation de la société, qui est hyper d'actualité, hein, soit dit en passant. Et il y a un enfant qui devient fou et qui se met à parler à une tête de cochon plantée sur un pic avec des mouches autour. C'est quand même ça l'image, quoi. Sa Majesté des Mouches, c'est une tête de cochon mort quand même. Et moi, je l'ai lu à 10 ans. Et ce livre m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie parce que j'étais hyper angoissé par la mort, mais vraiment hyper angoissé, comme à mon avis plein d'enfants, et que je ne me voyais pas, moi, commencer à dire à mes parents, au fait, vous savez quoi, j'ai peur de mourir, quoi. C'est très lourd de dire ça à un de ses proches, parce qu'on sait bien qu'il y a un impact. Et justement, comme on n'en parle pas, on se dit ça doit être vraiment très très grave d'en parler, quoi. Donc il vaut peut-être mieux pas en parler. Donc on se retrouve avec des angoisses d'enfants qui sont très très fortes. C'est la peur de mourir soi-même, la peur que nos proches meurent. Et de lire ça, fait par un adulte, genre un adulte a eu le droit d'écrire ça, et il a été publié. Alors pour moi, ça a été une espèce de choc. Comme ça, je me suis dit, mais donc en fait c'est possible. Déjà, j'adore ce livre. Ensuite,
j'ai le droit d'avoir des pensées morbides et anxieuses, puisque lui les a aussi et il les traite. Et bizarrement, je me sens mieux en ayant lu son histoire de tête de cochon mort, ce qui est paradoxal. On pourrait dire, bah non, il ne faut pas mettre ça dans les mains d'un enfant, mais moi, ça m'a complètement soulagé. Et puis, troisième petit effet collatéral, je me dis, je veux faire ce métier. Je veux faire écrivain d'histoire de tête de cochon mort, parce que ça doit être trop bien, quoi. Tu passes ta journée à écrire des histoires comme ça, une sorte d'exutoire, une psychanalyse pas trop chère, où en plus tu gagnes de l'argent. Je trouve ça génial et c'est ce que j'ai fini par faire. Donc ça, à plein d'égards, voilà un moment qui a été cathartique pour moi dont je pense que j'essaie de le communiquer aux enfants maintenant. Là où je dis que c'est encore d'actualité, donc en fait j'aurais vraiment fait la demi-heure sans interruption, je suis désolé de parler tout le temps comme ça. Là où je dis que ça reste d'actualité, et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire maintenant, bah voilà, j'ai montré avec Seul que c'est possible de s'adresser à des enfants avec un récit qui est assez dur, et c'est ce que j'appelle un succès de CDI, parce que c'est vraiment typiquement une série que découvrent les enfants au CDI de leur collège, ils le lisent le temps du collège, ou plus ou moins, et après ils arrêtent de le lire. Voilà, c'est à peu près ça le temps où ils s'intéressent à Seul, c'est le temps de 3-4 années, quoi. Donc, fort de cette expérience, j'avais un peu l'impression que j'étais le roi du pétrole et que si j'arrivais avec une nouvelle série jeunesse un petit peu dure, on allait me faire des ponts en or. Et puis là, je viens avec une série qui va se faire avec un Bordelais. C'est aussi pour ça que j'étais content de venir, que j'ai vu hier, c'est Jean-Baptiste Andréaé, très très bon dessinateur bordelais, et avec qui je veux travailler depuis très longtemps, qui a un très beau dessin avec une mise en couleur directe. Et quand je vois son dessin, quand il me dit qu'il veut qu'on travaille ensemble, je me dis, avec lui, je vais pouvoir faire un récit qui me tient à cœur depuis très longtemps, qui va s'appeler La cuisine des ogres. Et il sera question d'une petite fille qui est enlevée par un croque-mitaine, apportée dans cette cuisine qui s'appelle la cuisine des ogres, où on cuit les enfants. Et elle va essayer de s'en sortir comme elle peut, mais ça va être quand même un peu gore, quoi. Et donc je me dis, oh, génial, il y a tout ce que j'aime, moi, quand je lis un truc pour enfants. Donc je pense qu'un enfant va se régaler, parce qu'il faut que ce soit un peu transgressif aussi pour que ça... C'est qu'en fait, voilà, c'est comme des montagnes russes, la littérature jeunesse. Moi, je compare beaucoup ça à ce que j'appellerais la littérature foraine. On y va comme on rentre dans une maison fantôme, quoi. C'est des émotions très fortes. On va avoir très peur, on va éclater de rire très fort. Dans les montagnes russes, on a l'impression qu'on va gerber, mais en fait, on gerbe pas. Donc, on s'amuse à avoir des sensations fortes. En fait, c'est ça. On s'amuse à vivre, quoi. Mais avec cette espèce de petit endroit un peu clos, un peu sympa, qui est la BD, qu'on peut arrêter quand on veut. Ce qui est une vraie grande différence, soit en passant, avec le cinéma. Le cinéma, moi, mes vrais gros traumatismes d'enfant, je parle de mauvais traumatismes, hein, c'est plutôt le cinéma qui me les a apportés. C'est de tomber sur un téléfilm un après-midi. Je me rappelle encore, là, pour le coup, c'était un mauvais traumatisme. Hein, c'était, je sais pas, je devais avoir 12 ans, un téléfilm sur un syndicat qui fait une grève dans une usine, et puis il y a des types qui débarquent la nuit, et ils chopent le gréviste, et ils le crucifient sur le sol avec une machine à clouer. C'était affreux, d'ailleurs, j'en parle, c'est encore affreux. Ça m'a vraiment traumatisé, parce que je me suis dit, le monde est comme ça. Ça ressemble vachement au monde, là, ce que vous me montrez. C'est des vraies images, c'est des vraies personnes et tout. Alors que la BD, là encore, elle permet un pas de côté. L'enfant sait plus ou moins que c'est faux, mais c'est aussi qu'il y a un peu du vrai. Voilà, il y a des gamins qui viennent me voir des fois avec cette espèce d'entre-deux en disant « Ouais, non, j'y crois pas, mais quand même, quand vous dites ça, est-ce que… » Donc ça permet cette espèce de pas de côté. Et puis surtout, on peut fermer la BD dès qu'on a peur. Alors que malheureusement, un film, on est plus passif, on se mange le truc dans la tête, et souvent, le temps qu'on ait vu la scène, c'est trop tard, on l'a absorbé jusqu'à la lie. En BD, moi je le dis d'ailleurs à tous les lecteurs et lectrices, s'ils ont peur, s'ils sont mal à l'aise, ils ferment la BD, rien ne les oblige à le lire. Et c'est ce que je dis aux parents qui hésitent à offrir la série. Ils me disent quand même, ça va... J'ai eu un cas comme ça, qui était un cas d'école à plein d'égards. Une mère de famille qui me dit, voilà, mon fils est obsédé par la mort parce qu'un de ses camarades d'école est mort à 7 ans. Donc il ne va plus à l'école, parce qu'il est complètement phobique maintenant, etc. Et son frère voudrait lui offrir Seul, mais moi je ne pensais pas une bonne idée, parce que ça fait peur, Seul et tout. Ben, je dis, mais justement, ça fait peur, mais c'est qu'une BD. Donc elle a fini par lui offrir, et le gamin m'a écrit une lettre 2 ans après, mais c'était trop chou, quoi, parce qu'on n'a pas tellement de lettres de lecteurs quand même, d'enfants, qui disait, voilà, je suis retourné à l'école et tout, et oui, j'ai lu Seul, et oui, ça me fait peur. Mais je me suis dit, si ça se trouve, mon copain qui est mort, peut-être qu'il vit la même chose que le héros d'Oji, puis ça veut dire que... Puis donc en fait, il était à nouveau dans le flux, quoi. Il reprenait pied, parce que ça n'enlève pas l'horreur de la mort de son pote, mais ça lui donne des billes pour trouver des espèces d'espaces d'imagination, une espèce d'entre-deux. Moi, je crois beaucoup à ces bordures, à cette notion de bordure, des endroits où on peut se réfugier pendant un moment. L'imaginaire fait beaucoup ça, quoi. Et donc là, la cuisine des ogres, je me suis retrouvé avec quand même un éditeur qui m'a dit, écoute, j'aurais adoré prendre ton projet,
mais ça fait trop peur, et c'est pour les enfants. Au point qu'à un moment donné, le dessinateur avait intégré lui-même ce truc-là en me disant « mais tu sais quoi, je me suis demandé, est-ce qu'on va pas trop loin ?» Donc j'ai eu l'impression de reprendre mon bâton de pèlerin, tout en me disant finalement c'est bon signe, parce que si ça passait facilement, c'est peut-être qu'on passerait à côté de ce qui est intéressant, de la transgression. Mais oui, je lui ai dit oui, c'est l'histoire... parce que si je vous donne le sous-texte de manière très très basique, il est flippant. Hein, il est question d'inceste. De toute façon, dans le conte de fées, on n'invente rien, ça parle de ça aussi. Prenons Podane. Voilà. Bon, Podane, comme le disait très bien le film, on n'épouse pas son papa. Ben non, dans Podane, effectivement, le papa veut épouser sa fille. Bon, ben, un adulte sait très bien de quoi il s'agit. Et l'enfant va se dire c'est un conte de fées. Bon, dans La cuisine des ogres, c'est ça. Une petite fille quitte son père qui a l'air d'être un peu chelou. Et elle est récupérée par cette cuisine des ogres où on veut la manger. Donc pour moi, on passe dans un registre imaginaire qui dit la même chose, mais d'une manière qui est très symbolique. Mais par contre, là, ouais, je lui dis il faut que ça fasse peur, quoi. Mais je lui ai dit mais repense, je parle du dessinateur, je dis repense à Jurassic Park. Ça fait peur, Jurassic Park. Et pourtant, un gamin va se laisser emporter par le truc. Et oui, putain, il y a des gamins qui se font bouffer, qui risquent de se faire bouffer par des T-Rex, etc. Il faut qu'on y croie. N'empêche qu'à la fin, les personnages principaux s'en sortent. Il y a quelque chose de l'ordre, comme dans un conte, il y a quelque chose de l'ordre d'un... On est réassuré sur le fait que quand même, grosso modo, dans l'ensemble, on a les outils pour s'en sortir. Que oui, la vie nous chahute, que oui, c'est pas évident, mais qu'on peut arriver à peu près à s'en sortir. Tu as une petite chance d'en placer une, du coup, parce que si on est à 5 minutes de la fin... Non, mais en gros, c'était pour dire simplement que cette question de jusqu'où on peut aller ou pas, je prétends pas avoir un savoir absolu là-dessus. Je me dis jamais en faisant un projet, c'est sûr que ça va passer et c'est sûr que je ne vais pas faire de mal à qui que ce soit. Il y a toujours un dosage à trouver. J'ai des convictions, j'ai en tête ce que je crois être bon pour un enfant parce que c'est ce que moi j'ai voulu lire quand j'avais cet âge-là. Ceci étant dit, on n'est jamais à l'abri que singulièrement, pour tel ou tel lecteur, on a un impact qui dépasse ce qu'on voulait au début. J'ai un exemple, donc par honnêteté intellectuelle, je suis quand même bien obligé de le donner, d'une petite fille qui a lu le tome 3 de Seul, donc avec ce requin, et qui a développé dans la foulée une phobie de la mer. Mais bon, quelque part, la mer MER, hein, je précise, même si un lacanien pourrait se dire... bon. Et ben oui, c'est vrai que comme les gens qui ont vu Les Dents de la Mer à une époque, aller plus se baigner, ça peut arriver. Et puis elle a fini par dépasser sa phobie et elle adorait la série. Quand je l'ai vue, elle m'a raconté tout ça en dédicace. Ça, c'était pas trop mal passé. Et maintenant, elle adore les films de zombies. Donc je me dis, elle s'en est pas trop mal sortie. Pendant un temps, ses parents m'en ont un peu voulu quand même. Soyons clairs. Enfin, nous en ont voulu en disant, c'est quoi cette BD qui fait tellement peur à une gamine qu'elle veut plus se baigner, quoi. Après, moi, je peux pas empêcher de me dire si la simple vue d'une image de requin, parce que c'est de ça dont elle m'a parlé, hein. Elle dit simplement, à un moment donné, on voit le requin sous l'eau, avec un filet de sang. C'est tout, la violence de l'image, c'est juste ça, c'est un requin sous l'eau. On sait que le requin vient de manger un chien dans la scène en question, mais voilà. Je peux pas dire que je suis complètement responsable de la peur, de la phobie de l'eau, parce qu'elle voit une image de requin. Par contre, oui, quand même, je ne vais pas me dédouaner complètement de ma responsabilité d'auteur. J'ai amené cette phobie dans la vie de cette gamine. Donc, à titre personnel, individuel, on n'est jamais à l'abri que ça aille un peu trop loin. Et c'est pour ça que je dis vraiment à chaque fois, comme une prescription de médecin, hein, quand des parents me disent « Est-ce que mon enfant peut lire cette série ?» Je leur dis « S'il a plus de 10 ans, a priori, oui, mais suivez la lecture. » C'est-à-dire que si jamais le gamin, vous sentez qu'il a été un petit peu embêté par quelque chose, dites-lui qu'il peut arrêter la lecture, dites-lui qu'il peut en parler avec vous, parce que c'est un prétexte à discussion aussi, beaucoup, une bande dessinée. Il y a beaucoup de gamins qui disent après à leurs parents « Et là, le personnage, il meurt, parce que tu vois, c'est un enfant qui meurt. Hein, papa, le personnage, il meurt !» Jusqu'à ce qu'éventuellement, il y a enfin une perche qui soit saisie par le père qui n'avait vraiment pas compris au départ, pour qu'ils puissent en parler entre eux, quoi. Ça marche assez bien. Il y a aussi des pédopsychiatres qui l'utilisent quand des enfants amènent la BD en séance. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le signe que ça cristallise des peurs. Mais bien entendu qu'à titre individuel, on n'a pas les mêmes... Chacun est effrayé par des choses très, très spécifiques. Je fais une sorte de micro-sondage, je terminerai peut-être juste là-dessus. Je fais une sorte de micro-sondage auprès des gamins quand je les ai en dédicace. Donc face à moi, je leur demande leurs 2 personnages préférés, leurs 2 albums préférés, et qu'est-ce qui leur fait peur dans la série, et est-ce que ça leur fait trop peur. Comme ça me permet un petit peu de vérifier. Pour ce qui est des personnages, il y a une des choses qui est intéressante quand même, mais c'est un autre sujet, mais on pourrait en parler une autre fois, c'est que dans les personnages très, 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 très populaires, il y a le fameux Saul, qui s'avère quand même être un fasciste dans la série. Hein. C'est vraiment un petit Mussolini en herbe. Les gamins l'adorent,
Donc il y aurait tout un débat à avoir sur la fascination pour les figures d'autorité des enfants et de tout le monde, en réalité, si on analyse le spectre politique qui est en train de se préparer, en montrant que c'est très très profond, cette envie de l'homme providentiel qui va nous sauver, une sorte de papa de substitution. Dans Saul, il y a un personnage qui incarne ça, c'est Saul. C'est vraiment un petit fasciste, mais une gamine avait très bien dit quand on faisait ce vote, elle avait dit Dodgy, je l'aime moins parce qu'il joue au chef, alors que Saul, il est chef. Moi, j'ai été glacé par cette phrase, mais parce qu'il y a une fascination pour les gens qui savent ce qu'ils font, du moins, qui prétendent savoir ce qu'ils font et qui l'assènent. Et Dodgy est précisément un personnage qui est beaucoup plus ambigu, qui est un peu effectivement le héros et qui est un petit peu le chef de sa petite troupe, mais qui ne veut pas être chef et qui montre qu'il doute, qui n'est pas sûr de lui. Et ça, les gamins, ça les fait un peu chier. Parce qu'ils aiment bien que ça soit carré. Et Saul incarne cette pensée autoritaire. Donc ça, c'était un des apprentissages sur les différents personnages. Et sur les peurs, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de peurs différentes. C'est jamais les mêmes. Il y en a, c'est la disparition des parents. Il y en a, il y a un grand immeuble couvert de mouches. Ça aussi, c'est chouette quand même. Qui a fait bien flipper certains gamins. Il y en a, c'est des scènes avec des enfants zombies qui ont les yeux rouges. Il y en a d'autres, c'est le requin. Il y en a, c'est un psychopathe qui adore les couteaux, qui est un de mes personnages préférés aussi. Mais en général, quand je dis « mais est-ce que tu m'en veux d'avoir écrit ça? Est-ce que tu trouves que je suis allé trop loin ?» ou quoi, à part cette personne qui m'a dit « bah oui, j'ai carrément eu peur d'aller me baigner », la majorité des enfants, bon, vous me direz, il y a un biais, hein, parce que c'est des gens qui viennent me voir en dédicace. Mais en même temps, on en parlait tout à l'heure en mangeant, il y a des lecteurs adultes qui viennent me voir en dédicace en disant « signez de ce livre que je n'ai pas aimé », donc ça, c'est possible. Mais c'est rare qu'un enfant vienne vous voir s'il n'a pas aimé le bouquin. Donc c'est un biais, parce que les gamins qui viennent me voir aiment le livre, mais ils sont quand même assez cash dans leur retour. Quand ils n'aiment pas quelque chose, ils le disent. Et donc là, la plupart du temps, quand ils me disent qu'ils n'ont pas eu trop peur et qu'au contraire, ça les a vraiment excités d'avoir peur, je suis relativement sûr que c'est vrai pour la majorité statistique des enfants. Une fois ça posé, j'en reviens à ça, je terminerai là-dessus. Il faut toujours garder en tête que quel que soit le type de bouquin, et quand même, il paraîtrait adapté à l'âge de l'enfant, il faut toujours rester en backup en tant qu'adulte, justement, pour dire, OK, est-ce que ça n'impressionne pas un peu trop l'enfant? Qu'est-ce qu'il a pensé du bouquin? Est-ce qu'on ne peut pas débriefer un peu le livre, sans être intrusif, hein. Il ne s'agit pas de dire à chaque instant qu'est-ce que tu en penses, mais simplement, l'air de rien, dire alors, qu'est-ce que ça t'a plu? Ça fait un peu peur ou pas? Et de là, de voir si c'est adapté, s'il ne faut pas attendre 2-3 ans pour qu'il le lise, ou voire même si vous lui achetez Oui au pays des fleurs, ce qui peut être très bien à son étape de développement. Voilà, bon, je crois que j'ai à peu près évoqué les grandes lignes de ce que je voulais aborder. Je garde un moment pour des questions ou autres derrière. Merci. Je t'en prie.